Nous voici parvenus au terme de ce voyage sur les utopies. Et nous sommes donc partis des utopies de l'histoire, avec cette contradiction entre une dynamique historique et une utopie se définissant comme un État. Quelle est la dynamique d'une utopie? C'est une des questions que nous avons rencontrées à chaque fois. Nous sommes passés par plusieurs états de cette utopie, plusieurs univers, plusieurs horizons. La liberté, avec la libération, avec la liberté absolue, avec le libéralisme. L'harmonie, avec ses différentes formulations. Harmonie inégalitaire, harmonie égalitaire, construction d'univers où tous les conflits seraient résolus ou éradiqués. Utopie de la pureté, avec cette exclusion de l'impur et cette hantise de la contagion, qui a évidemment questionné l'une des problématiques fondamentales, c'est-à-dire le rapport entre le même et l'autre, entre le multiple et le singulier, entre la cohérence et la différence. Et nous voici donc, maintenant, avec ces deux conférences qui sont liées de toute façon, parvenus à la question de la science et la question de la machine. J'aurais pu ne faire qu'une conférence pour les deux, mais il me semble que la machine est comme le point d'application ultime de la science, puisque, comme la science en général, mais ici de façon très spécifique, elle questionne évidemment l'humanité. D'abord, la science, commençons par ces utopies de la science. Qu'est-ce que la science? Si vous vous souvenez de la Genèse, la connaissance, avec son arbre planté au milieu du jardin d'Éden, est une tentation. Une connaissance qui est une connaissance de ce qui est aussi une connaissance du bien et du mal. Il y a l'arbre du bien et du mal également. Et ce que promet le serpent, c'est « vous serez comme des dieux ». Eritis sicut Dei, dans la traduction latine. Vous serez comme des dieux. Eh bien, sans doute que l'un des horizons de la science, et c'est celui, bien sûr, qui va permettre l'idée d'une utopie même de la science et permettre le rêve d'un savoir absolu, c'est celui de devenir comme des dieux, de tout savoir, et donc de tout pouvoir. Et si l'on peut tout, eh bien on peut configurer en un sens l'humanité elle-même, et nous voici parvenus à un point qui est un point nodal, qui d'ailleurs traverse la plupart des autres utopies également, qui est la maîtrise d'un savoir à même de façonner, de réinventer l'humanité. Comment concevoir un homme nouveau, notamment, eh bien en sachant les secrets de la nature, en les perçant, en pouvant se rendre l'égal de Dieu, et donc, et ce sera le deuxième temps de ces conférences, en créant une machine, et pourquoi pas en créant l'équivalent de ce qu'est l'homme, et donc en se rendant égal à Dieu. On est bien déjà dans un projet utopique, comme vous voyez, un projet limite, et commençons par la science, et par nous demander ce que c'est que cette utopie de la science, et pourquoi elle est matière à utopie. D'abord, dans la définition même de la science apparaît comme peut-être une des définitions possibles de l'humanité. Dans ce qu'elle distingue, elle se distingue des autres espèces, des autres formes animales. La science, en effet, comme vous le savez, vient de la racine scio, sciere en latin, signifie savoir. Et la science, ce qui est extrêmement intéressant, ce que vous prenez l'étymologie, est le résultat d'un processus. C'est-à-dire que si vous prenez le verbe, par exemple, en latin cognosco, qui signifie connaître, en fait, je suis en train d'apprendre à connaître. Et si vous prenez ce verbe au passé, cognovui, ça signifie j'ai appris, donc je sais. C'est-à-dire que dans l'idée même de savoir, ici, il y a l'idée d'un processus, sur lequel je vais revenir, et la question de ce qu'est cette science, c'est bien de se demander s'il s'agit d'une somme de savoir qui serait donc additionnée par un processus qui serait finalement conquis les uns après les autres, qui serait ajouté avec le modèle de la bibliothèque, comme chez Borges et d'autres écrivains, Umberto Eco, la bibliothèque comme figuration du savoir absolu, c'est-à-dire tout écrit sur tout, comme la collection Que sais-je, par exemple, le laisse entendre. Vous savez que sais-je à l'origine était la parole des sceptiques, puisque les sceptiques disaient qu'on ne peut rien savoir, rien, et qu'on ne peut même pas savoir qu'on sait, qu'on ne sait pas ou qu'on sait. D'où la formulation que sais-je, posée par Montaigne, parce qu'on ne peut même pas affirmer qu'on sait ou qu'on ne sait pas, et donc on ne peut que dire une question, que sais-je.
Ce que retourne la collection Que sais-je, puisque avec la collection Que sais-je, vous avez des sujets sur tout. Donc la collection Que sais-je, la réponse à la collection Que sais-je, c'est tout, puisque j'ai un Que sais-je par sujet. Bon. Mais donc dans cette question même de Que sais-je, qu'est-ce que savoir, qu'est-ce que la matière connue, eh bien, elle est, en un sens, pourrait-on dire, fractale. C'est-à-dire que vous savez qu'en mathématiques, le fractal, c'est ce type de figure qui fait que quand vous approchez d'elle, vous retrouvez à l'échelle inférieure le même niveau, la même forme que l'échelle supérieure. Autrement dit, plus vous vous approchez, et plus en fait vous retrouvez les mêmes formes, et ainsi de suite à l'infini, ce qui caractérise le fractal. Autrement dit, plus le savoir avance, plus il recule, en un sens, c'est-à-dire que plus se découvrent des horizons. Vous savez que les recherches, par exemple, que ce soit sur le cerveau, que ce soit sur l'homme, que ce soit sur la nature, le cosmos, eh bien, à chaque fois, c'est comme si une découverte amenait un pan d'ignorance, un univers d'ignorance avec elle. Donc, plus on sait, et en un sens, non pas moins on sait, mais plus on s'aperçoit qu'il reste à savoir. Autrement dit, il y a dans le savoir une tension entre l'idée qui serait l'idée d'un état, c'est-à-dire d'une connaissance ici entendue comme une chose qui est acquise, et un processus d'apprentissage qui serait infini. Tension déjà, que sais-je? Quand puis-je savoir que je sais qu'une chose est définie, et le savoir peut se définir, ça dépend évidemment des pensées, mais comme l'adéquation entre un objet et la chose, donc entre un objet et la conscience de l'objet, donc c'est-à-dire que cette adéquation-là, qui peut se définir comme un savoir, implique eh bien, que vous, entre guillemets, maîtrisez, que vous êtes dans une conscience des différentes dimensions de cette chose. Bon. Savoir. Mais alors, ce savoir-là, c'est pour ça que j'ai pris le modèle de la bibliothèque, semble avoir une dimension, j'allais dire, d'érudition livresque, c'est-à-dire finalement, encore une fois, d'accumulation de données qui seraient traitées et maîtrisées. Par rapport à cela, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette idée de science, alors science l'a entendu justement comme un domaine de recherche, un domaine qui peut en plus être discuté lui-même, parce que vous savez qu'on parle des sciences dures, des sciences humaines, est-ce que les sciences humaines sont des sciences, qu'est-ce qui les différencie des autres sciences dites dures? Bon, on ne va pas rentrer dans ces débats parce que ça deviendrait de l'épistémologie, c'est-à-dire de l'histoire des sciences, de la philosophie des sciences, ça n'est pas mon objet. Et toujours est-il que la question même de ce qui définit un savoir, ce qui définit une science, mérite d'être posée. Mais admettons pour l'instant que cette question est réglée, et simplement réfléchissons à la différence entre, par exemple, la science et la sagesse. En ce sens, la science serait plutôt de l'ordre d'une accumulation des connaissances avec la capacité de les appliquer, de les maîtriser. Mais ce qu'introduit, vous voyez tout de suite l'idée même de sagesse, c'est l'idée d'une conscience par rapport à cette science. D'où le fameux mot de Montaigne, encore lui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc la question qui est posée par la science, toujours, c'est celle des fins. La science donne des moyens, elle donne accès, si vous voulez, à une maîtrise, puisqu'on va le voir, savoir égale pouvoir, comme le disait Michel Foucault. Et donc, la question, c'est que faire de ce savoir? Non pas seulement que sais-je, mais que vais-je faire à partir de ce savoir? Et donc, l'orientation même de la science, son application, son enjeu, et évidemment, on va entrer dans toute la dimension éthique. Vous savez, par exemple, que cela se pose particulièrement dans ce qu'on appelle la bioéthique, c'est-à-dire, par exemple, qu'a-t-on le droit de faire avec le vivant? La science nous permet de faire des choses, a-t-on moralement ou non le droit de les faire? Donc vous voyez que justement cette introduction de l'idée de sagesse, alors que c'est la même racine en latin, sapere, eh bien, c'est ce basculement de la science à la conscience, des processus, des moyens. Je ne dis pas que la science n'est pas dans une conscience au sens, si vous voulez, d'une conscience intelligence. Évidemment qu'elle est une intelligence, évidemment qu'elle est une élaboration, mais dans un sens moral, si vous voulez, des fins. Et évidemment, on va voir que c'est bien l'un des problèmes des utopies de la science, c'est celle des fins et des fins éthiques, notamment. Donc, science et conscience, science, sagesse, disons. Voilà, si vous voulez, un premier nœud problématique qui se pose sur la définition même de ce qu'est savoir, sur
la finalité de ce savoir. Alors, j'ai déjà évoqué, toujours dans ce premier temps sur la science comme fondement de l'humanité, la dimension temporelle de la science, c'est-à-dire le fait que c'est un processus. Qu'est-ce que c'est que ce processus? Eh bien, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans un certain nombre de pensées, de philosophies, savoir n'est pas forcément, j'allais dire grimper, n'est pas forcément s'élever, mais c'est s'enfoncer. S'enfoncer, c'est-à-dire trouver en soi ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire creuser en termes de profondeur. Vous savez que, par exemple, pour Platon, la science, le savoir, disons, est une réminiscence. Une réminiscence, c'est-à-dire que dans cette idée-là, nous savons déjà, il y a en nous le savoir est là, et nous devons le retrouver. Nous devons nous souvenir de ce que nous savons déjà. Alors on peut se dire que c'est délirant et que non, la preuve c'est qu'un enfant ne sait rien et puis apprend. Oui, mais si vous prenez par exemple en biologie l'idée même d'ADN et le fait que les cellules portent l'inscription, le code génétique, elles portent déjà des informations. Si vous prenez par exemple chez Jung l'idée d'inconscient collectif, c'est-à-dire que sur des générations, alors même que vous ne le savez pas, sont transmises un certain nombre de données, par exemple des catastrophes, qu'au sein de l'histoire familiale, il arrive qu'on retrouve sur des générations, alors qu'un enfant ne sait pas ce qui s'est passé 4 générations auparavant, on retrouve des traces de choses qui étaient impossibles à savoir, etc. Autrement dit, il existe, y compris d'un point de vue scientifique, si vous voulez, des approches qui n'invalident pas cette idée que le savoir est une réminiscence. C'est autrement dit que le savoir est quelque part en nous et qu'il y a à le faire surgir, à le faire s'exprimer. Alors, c'est une conception, évidemment, du savoir, qui n'est pas une conception dominante, mais qui est une conception importante parce que ça ajoute à la complexité de la question. Évidemment, la dimension la plus répandue dans la conception de la science, c'est une dimension qui est une dimension non pas de réminiscence, de plongée, mais au contraire d'expansion, de progression. C'est-à-dire l'idée d'un savoir comme une accumulation, finalement comme une conquête. Et donc, une extension infinie dans ce modèle que je disais, c'est-à-dire que, eh bien, il n'y a pas de limite au savoir, et que le savoir, comme l'univers, et d'ailleurs c'est une découverte scientifique, est passé d'un monde clos à un univers infini, comme le dit un ouvrage célèbre qui exprime comment on est passé de l'ancienne astronomie fermée à un univers en expansion perpétuelle. Donc, dans cette conception progressiste, si vous voulez, si je puis dire, de la science, eh bien, le scientifique, l'homme de la science, est un conquérant. C'est un héros, et c'est un héros qui va sans cesse faire reculer l'ignorance conçue comme un mal, et comme la source même d'ailleurs de tous les maux, l'ignorance, puisque on agirait mal par ignorance de ce qu'est le bien, par exemple. Et donc, cette avancée permanente de la science donne un modèle, si vous voulez, extrêmement positif, extrêmement optimiste. Plus je sais, et mieux je suis. Et mieux je fais, mieux j'agis, plus je maîtrise. Donc on est vraiment dans une logique d'accumulation. Il n'est pas un hasard si le capitalisme se développera aussi comme l'un des enfants de cette conception, c'est-à-dire une logique d'accumulation, de développement, qui permet finalement une maximisation. Ici, on n'est pas dans une logique quantitative uniquement, puisqu'on passe par des sauts qualitatifs. Ce n'est pas simplement que je sais davantage, c'est que je passe d'un niveau de savoir à un autre qui me permet de critiquer le niveau précédent. D'où la fameuse théorie de Karl Popper qui dit qu'une théorie est scientifique à condition qu'elle puisse être réfutée. Parce que c'est la condition pour qu'elle soit supplantée par une théorie scientifique ultérieure. Par exemple, la théorie de Newton est scientifique dans la mesure où elle pourrait être réfutée par Einstein, qui va dépasser lui-même la théorie de Newton. Ce qui est évidemment pour Popper une manière de dire que le marxisme n'est pas une science, que le marxisme ne peut pas être réfuté, que donc il fait la différence entre des sciences et des idéologies, ce que le marxisme disait être scientifique. Bref, tout cela pour dire que dans cette logique-là, il y a un progrès du savoir et que ce progrès procède par accumulation et par saut qualitatif qui va permettre de faire passer d'un système à un autre, d'une conception à une autre, dans une espèce de fantastique aventure qui est d'ailleurs en effet merveilleuse,
Et c'est pour cela que les grands hommes de science sont des héros de la pensée et finalement des héros de l'humanité. Vous prenez par exemple la figure de Galilée, sur laquelle je reviendrai. Eh bien, Galilée, ou Newton, ou d'autres, ou Pierre et Marie Curie, avec 2 prix Nobel pour Marie Curie, ou Pasteur, eh bien, sont considérés comme, et à juste titre évidemment, comme des bienfaiteurs de l'humanité, comme autant, et peut-être même davantage en un sens, puisque sans les combats que cela implique, comme des grands hommes de l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs évidemment qu'ils sont au Panthéon pour certains d'entre eux. Alors, cette idée d'un temps qui avance par saut, c'est aussi ce qui fait de la science le principe d'un changement historique, le principe d'un saut de l'histoire, un saut qui peut être un saut révolutionnaire, parce que les conceptions vont profondément transformer le monde. Et c'est là que l'exemple de Galilée est extrêmement intéressant. En effet, Galilée est révolutionnaire au sens littéral par sa théorie, puisque, comme vous le savez, ce que Galilée démontre, c'est l'intuition qu'avait eu Copernic un peu plus d'un siècle auparavant. Copernic, à la fin du XVe siècle, émet la théorie que ce n'est pas la Terre qui tourne, que le Soleil tourne autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Théorie, d'ailleurs, qu'il émet prudemment et à titre posthume pour ne pas être inquiété par l'Église. Et presque 130 ans plus tard, un peu plus, Galilée, en 1610, observe, grâce à un télescope, il observe des lunes autour de Jupiter et qui tournent autour de Jupiter. Première expérience, grâce à un télescope. Et donc, à partir de là, et avec d'autres expériences, Galilée démontre que la Terre tourne autour du Soleil. Évidemment, cela contredit, comme le dit très bien Brecht dans La vie de Galilée, cela contredit 20 siècles d'astronomie, puisque le modèle dominant, qui était entériné par l'Église, était l'inverse. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'homme a été créé par Dieu et a été placé au centre de la nature. Si bien que la Terre est au centre de l'univers, et que l'homme est au centre de la Terre, si bien que l'homme est au centre de l'univers, et que l'homme est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que, en renversant complètement le dispositif, Galilée opère en effet une révolution. Et que la révolution, c'est au sens astronomique qu'un astre, si vous voulez, a créé un mouvement qui va revenir à son point d'origine. Et ça, c'est donc la révolution, si je veux dire, astronomique. Et la révolution qui en découle et qui devient une révolution politique, c'est que, évidemment, en mettant en cause ce modèle-là, eh bien, la Terre n'est plus le centre de l'univers. Et donc, l'homme n'est plus le centre de l'univers. Et donc, toute la théorie selon laquelle l'homme, théorie de la Bible en particulier du Nouveau Testament, telle que l'Église catholique l'a transmise, eh bien, l'homme ne peut plus être, si vous voulez, ce centre de l'univers, ce centre de la création. C'est-à-dire que la révolution scientifique de Galilée est potentiellement une révolution politique. Et qu'elle est dangereuse. Autrement dit, la science ne se limite pas au domaine des connaissances, si vous voulez, qui seraient astronomiques, qui seraient scientifiques au sens des fameuses sciences dures, mathématiques, etc. Et bien évidemment, l'impact est total. Il est total parce que, eh bien, cela transforme profondément, radicalement, la vision du monde. Le monde change. Et à partir de là, la théorie de Galilée devient une manière de critiquer l'Église, de remettre en cause son autorité, de remettre en cause ce discours qui centre l'homme, qui fait de l'homme le point central de la nature. Et donc, comme le dira d'ailleurs Freud par la suite, c'est une blessure narcissique faite à l'humanité. C'est-à-dire que l'homme n'est plus le centre de tout, et donc il se retrouve désaxé, déplacé. Galilée, ici, est un héros, c'est-à-dire que par ce savoir, par la science, par la puissance de sa découverte qu'il démontre, eh bien, il révolutionne la manière de voir, la manière de savoir, et donc, en un sens, il remet radicalement en cause un système de pouvoir. C'est évidemment pour cela que, au terme d'une longue aventure et d'un long combat avec l'Église, eh bien, il se retrouve forcé d'abjurer, quelques années plus tard, c'est-à-dire de dire publiquement qu'il s'est trompé et que non, la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Avec le fameux mot apocryphe, on ne sait pas s'il l'a dit, et pourtant elle tourne. Mais peu importe qu'il l'ait dit ou pas, de toute façon, la question qui se pose avec cette figure-là, c'est effectivement
celle du héros du savoir, du héros de la science, confronté à des puissances d'ignorance qui empêchent le savoir. Parce que, évidemment, le savoir est un moyen de pouvoir. Donc ici, Galilée incarne bien cette progression et cette potentialité révolutionnaire du savoir, avec tout ce que ça implique dans tous les plans. Donc, on voit bien ici, si vous voulez, à partir de cette définition du savoir et de cette notion de processus et de ce que cela implique comme potentiel de bouleversement, que, fondamentalement, la notion même de savoir et de science est inscrite au cœur de l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Ça signifie que si vous regardez, par exemple, la manière dont Rousseau caractérise l'homme dans son discours sur l'origine de l'égalité, ce que Rousseau énonce, c'est que la qualité essentielle de l'homme, c'est son aptitude à se perfectionner. Le perfectionnement. Le perfectionnement qui fait que l'homme, en un sens, est capable de sortir de la nature, de sortir du déterminisme, de sortir d'une espèce de nécessité qui lui est imposée, qui fait que de génération en génération, il reproduit les mêmes choses par instinct. Eh bien, le perfectionnement, et donc la conscience, sont ce qui permet à l'homme de se transformer à mesure du temps. Évidemment, ce perfectionnement passe par l'acquisition du savoir, passe par l'acquisition de l'invention de techniques, passe par les découvertes scientifiques, et ce perfectionnement, autrement dit, cette capacité à évoluer, à s'adapter, c'est ce qui fait que l'homme, à la différence des autres espèces, eh bien, en dépasse, supplante et même prétend dominer la nature. Donc, ce modèle-là de perfectionnement, on le voit, qui, par exemple, pour Rousseau, caractérise l'homme, est essentiellement lié à l'extension du savoir, au développement scientifique. Et en effet, pourquoi est-ce que ce rapport au savoir et à la science est au cœur de la définition même de l'humain? Si vous prenez, avant même Rousseau, et pourtant Rousseau ne célèbre pas la science comme l'horizon absolu de l'humanité, vous prenez par exemple chez Aristote la différence entre les différents modes de vie. Eh bien, pour Aristote, il y a un type de vie qui est le type de vie le meilleur qui soit. C'est la vie qu'il appelle la vie contemplative. Qu'est-ce que la vie contemplative selon Aristote? Eh bien, cela consiste à, comme il le dit, contempler les idées, pas seulement les idées, mais à être dans l'étude et dans le savoir, puisque, selon Aristote, c'est le plus grand possible qui puisse exister, puisque cela correspond à sa faculté supérieure par excellence. Donc, au-delà, si vous voulez, de la vie quotidienne, au-delà des plaisirs, au-delà de la politique même, au-delà des devoirs du citoyen, au-delà, eh bien, il y a un champ où, selon Aristote, comme le disait Platon autrement avant lui, un champ où l'homme donne sa plénitude et atteint au maximum de son être, au meilleur de son être, c'est le développement du savoir, c'est l'exercice de la conscience dans la philosophie, dans les idées, et la philosophie englobant ici, comme le dit aussi Aristote, l'ensemble des autres disciplines, puisque les autres sont des points d'application de la philosophie. Donc on voit bien que c'est pour ça que cette utopie de la science est tellement forte, tellement importante, qu'au cœur même de l'humain, il y a cette conscience, il y a ce processus d'acquisition des connaissances du savoir, cet apprentissage, ce perfectionnement et cette évolution qui repose sur un développement individuel et puis un développement de l'espèce au cours de l'histoire. Et donc, eh bien, oui, il semble bien que la finalité de l'homme soit de savoir et de savoir toujours plus et toujours mieux, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Il est donc très logique que la science soit devenue une des utopies essentielles de notre monde, avec cette réalité et avec cette définition. Alors, voilà pour ce premier moment, c'est-à-dire le savoir, la science au cœur de l'humanité. Maintenant, et c'est mon deuxième temps, évidemment, cette science est un moyen de pouvoir. Si la science n'était, si vous voulez, qu'une spéculation qui permettait de philosopher, d'échanger des idées, sans doute qu'elle ne serait pas devenue, à ce point, une utopie dominante. La science, ici, dont on parle, c'est une science qui s'applique à travers des techniques, qui transforme le réel, qui est un instrument de domination et de changement du monde. C'est évidemment
le grand rêve cartésien, si vous voulez. C'est-à-dire, comme le dit Descartes dans le discours de la méthode, devenir comme maître et possesseur de la nature. Il a mis comme, ce qui prouve une certaine, j'allais dire modestie, en tout cas une conscience qu'il y a une limite et que nous n'allons pas devenir maître et possesseur de la nature, qui serait un stade supérieur, mais comme maître et possesseur de la nature. Il y a encore cette limite que pose Descartes. On verra que cette limite a peut-être sauté. Eh bien, ici, ce rapport au monde qui est un rapport de maître et possesseur, donc de connaissance qui permet la domination, exprime bien comment le savoir est le fondement principal d'un pouvoir. Évidemment, si vous prenez l'histoire des idées, l'histoire des philosophies, cette extension du savoir, le fait de développer son esprit qu'on trouve évidemment déjà dans l'Antiquité gréco-romaine, qu'évidemment avec la Renaissance, avec l'idée d'un perfectionnement de l'homme, avec l'idée que, eh bien, il faut développer les connaissances pour faire fructifier, s'épanouir l'humanité, que vous avez avec les Lumières par la suite. Je vous rappelle que la devise formulée par Kant des Lumières, c'est « sapere aude ». Sapere, racine de savoir, et de sagesse, etc., et qui, ici, traduit, signifie « ose penser ». Ose penser par toi-même. Pas seulement ose savoir, mais ose penser. C'est-à-dire un savoir qui soit un savoir conscient lui-même, un savoir critique. Et pas un savoir qui soit simplement une forme d'érudition non réfléchie, non critiquée. Eh bien, on voit ici qu'on a un mouvement, si vous voulez, sur des siècles, et voire sur plus que des siècles, où constamment, il y a cette incitation, cet appel, et certainement que c'est une sortie de l'ignorance, une sortie de l'obscurantisme, une sortie des ténèbres, et que c'est une manière de développer sa conscience. Il y a une cohérence, si vous voulez. Autrement dit, rares sont les philosophies qui disent n'apprenez pas, ne sachez pas, sachez moins, désapprenez. D'accord. Donc, évidemment qu'il y a cet élan-là. Et cet élan-là, encore une fois, n'est pas simplement spéculatif, il est appliqué, et il est appliqué avec, si vous voulez, cet horizon d'une puissance de l'homme qui va transformer et la nature et sa propre nature. Autrement dit, que l'homme est capable de lui-même devenir sa propre matière, se transformer, et ce cartésianisme-là, si vous voulez, cette construction du monde, cette modification du monde, à partir, on peut dire, de la Renaissance et de Descartes, eh bien, devient le point d'application, c'est-à-dire que à partir de là, on pourrait dire que, évidemment, il y a eu des développements techniques auparavant, il y a eu, avec les grandes découvertes, des inventions qui ont permis le développement du commerce maritime et donc là, une certaine maîtrise du monde, etc. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a, et à partir du développement du capitalisme, eh bien, la technique devient un objet, un enjeu fondamental. Parce que c'est la technique qui permet, finalement, de transformer le monde, qui permet d'obtenir, de tirer de la nature des richesses supplémentaires, qui permet de tirer des sources d'énergie. Et donc, alors que pour un grec, si vous voulez, eh bien, la technique n'est pas une nécessité absolue au sens où le progrès technique n'est pas son objectif premier, cela le devient à partir de cette pensée cartésienne, eh bien, la technique, les différentes techniques, qui sont des points d'application de la science et qui permettent à leur tour de nourrir la science, parce que c'est grâce à un télescope que Galilée peut formuler une théorie scientifique qui, à son tour, va changer de technique, eh bien, ce mouvement-là devient une priorité. D'où, par exemple, la différence entre un Aristote, justement, qui justifie l'esclavage en disant « les esclaves sont nécessaires parce que nous avons besoin d'une main-d'œuvre, d'une force de travail. » Et que cette force de travail, eh bien, elle permet de produire pour que d'autres à côté puissent étudier, puissent être citoyens, puissent se comporter en homme libre. Donc l'esclavage est une des conditions, si vous voulez, du modèle politique de la cité. Je rappelle que les esclaves représentaient 92% de la population à Athènes. Donc, vous avez ce modèle-là, et Aristote a une phrase merveilleuse. Il dit « Nous n'aurons plus besoin d'esclaves quand les navettes voleront toutes seules. » Que signifient les navettes? Il ne s'agit pas des navettes spatiales, ici, pas encore. Il ne s'agit pas non plus des vaisseaux. Il s'agit, vous savez, dans les métiers à tisser, de cet instrument qu'on fait passer pour faire passer le fil. Vous voyez, les navettes. Ça veut dire qu'Aristote dit les esclaves sont la main-d'œuvre nécessaire
tant que nous n'avons pas les techniques, qui sont en fait les techniques automatiques dans les métiers à tisser ultérieurs, qui permettent de se passer de cette main-d'œuvre. Et c'est pour cela qu'un grec n'a pas besoin de penser le progrès technique, puisqu'il a des esclaves, si vous voulez, pour faire le travail, et que l'essentiel n'est pas là. En revanche, à partir, si vous voulez, de la Renaissance, et surtout à partir de l'âge classique, et évidemment avec les différentes révolutions successives, eh bien, au contraire, il va devenir nécessaire, et même possible, que les navettes volent toutes seules, et qu'elles volent de plus en plus vite, et qu'elles se débrouillent, en un sens, qu'elles fonctionnent tout seules. C'est-à-dire qu'on voit bien, on est passé d'un modèle à un autre en termes de conception. Le progrès scientifique et technique devient l'enjeu. Il est rendu possible par un certain nombre de choses, et notamment parce que, parmi d'autres, Descartes passe à un rapport de maîtrise au monde, et ce rapport de maîtrise, c'est désormais le fait de mettre le monde en chiffres, si vous voulez. Prenez par exemple Aristote. La physique d'Aristote repose sur une physique des qualités. C'est-à-dire que tel objet, par exemple, va être lourd, il est attiré par la terre, ou bien tel objet est attiré par l'air. Vous avez des qualités des objets, et ces qualités impliquent des propriétés. Or, ce que Descartes, parmi d'autres, dit, c'est que, le premier, après ça va être développé, Descartes dit, la matière est composée de figures et mouvements. Ça signifie que le monde est écrit en langage mathématique, et que donc mettre le monde en équation permet de maîtriser le monde. E égale mc2 est une manière de concevoir l'énergie et donc permet par la suite de construire des centrales nucléaires. Parce que le monde devient non plus des qualités, si vous voulez, mais des quantités, que le monde est quantifiable par des chiffres qu'il peut être mis en équation, il devient maîtrisable. Ce geste-là, de passer des qualités aux quantités, évidemment il reste des qualités, mais le fait de pouvoir mettre le monde en chiffres, en équations, c'est la condition de sa maîtrise. Ce mouvement-là, que j'appelle ici un cartésianisme, si vous voulez, scientifique et technique, est déterminant dans toutes les réalisations qui vont se propager. Et effectivement, si vous prenez depuis, disons, le XVIIe siècle, l'histoire scientifique et technique, il est certain que c'est impressionnant. Que vous regardez la liste des inventions et leur accélération successive, eh bien, on voit en effet le développement d'un nouvel âge de l'humanité. Évidemment, cela tient d'abord, en très bonne part, aux révolutions industrielles. Qu'est-ce qu'une révolution industrielle? Eh bien, c'est une transformation radicale d'un moyen, d'une forme d'énergie, et donc d'un certain nombre de moyens de transport, de réalisation, de production. Vous savez qu'il y a 3 révolutions industrielles fondamentales. Une première révolution industrielle, qui est celle de la fin des années 1770-1830 à peu près, qui est la révolution où l'énergie nouvelle, c'est le charbon. Ce charbon permet la machine à vapeur, permet les chemins de fer, permet les premières manufactures, les premières industries textiles, le monde que vous avez chez Dickens, etc. Donc ce monde-là émerge à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et c'est déjà un monde nouveau, si vous voulez, qui fait passer de la calèche, du cheval, au chemin de fer. Vous avez ensuite un deuxième temps, notamment parce que les trains ne vont pas très vite encore, donc il y a encore des calèches au XIXe siècle. Quand on sait ce que le cheval a été pendant des millénaires, si vous voulez, la chevalerie, ce que c'est que le cheval qui était l'instrument de locomotion, déjà cette transformation est radicale. Mais la deuxième transformation est évidemment encore plus forte, et c'est là que le frottement va se faire entre l'automobile et le fiacre. C'est-à-dire la deuxième révolution industrielle, celle du pétrole, celle qui fait que, et évidemment l'électricité, celles qui font que vous avez des avions, des automobiles, et que là vous passez à un nouvel âge que montre très bien par exemple un film comme There Will Be Blood, où vous voyez un chercheur de pétrole et comment on passe d'un univers de pionnier au XXe siècle avec les grandes industries. Deuxième révolution industrielle fondamentale. Et puis, la troisième, dans ce monde où sont déjà les automobiles, les avions, etc., eh bien, c'est celle à partir de 1945, avec le nucléaire, où vous avez là une nouvelle forme d'énergie encore plus puissante,
de destruction avec les bombes atomiques, mais aussi avec les centrales qui permettent de produire de l'électricité et qui permettent là aussi un nouveau saut, également avec l'informatique, qui permet d'entrer dans un nouvel âge. Simplement pour pointer, si vous voulez, ces moments, et si vous pensez, par exemple, à des personnes qui auraient vécu avant cette période, et puis après, la transformation du monde est supérieure à plusieurs siècles auparavant. Il y a plus de points communs, comme le disait Fernand Braudel, entre un paysan du XIIe siècle et un paysan du XVIIe siècle, même si, évidemment, il y a eu des transformations, qu'entre un individu d'avant une révolution industrielle et un individu d'après. Le changement est beaucoup plus radical. Vous prenez par exemple la distance parcourue par des chevaux entre Paris et Avignon. Au Moyen-Âge, avec les chevaux du roi, chevaux du pape même, peut-être vous l'avez déjà dit d'ailleurs, eh bien, vous mettez 3 semaines entre Paris et Avignon. 3 semaines. Vous devez changer de chevaux, il y a des relais de poste, les routes sont mal pavées, vous tombez peut-être sur des brigands, et encore, vous allez vite, 3 semaines. Aujourd'hui, Paris-Avignon, c'est 3 heures. Voilà ce que c'est qu'une révolution industrielle, c'est-à-dire que vous changez d'échelle de temps, vous changez d'échelle d'espace-temps. La question qui se pose étant évidemment si aujourd'hui nous ne sommes pas dans une 4e révolution qui serait liée à Internet et précisément à ce qu'on appelle la société du savoir. J'y reviendrai. Donc, la question étant de savoir si Internet est une forme d'énergie, est-ce qu'Internet, par exemple, entre autres choses avec la téléphonie mobile et ce genre d'outils, transforme. Bref, toujours est-il que ce qui s'observe dans ces grandes réalisations successives, c'est un développement scientifique inouï, c'est une accélération. Et vous savez que chaque année, il y a à peu près, enfin, le chiffre est peut-être le double, ou en tout cas, il y a un développement exponentiel, par exemple, le nombre de brevets qui sont déposés, le nombre d'inventions. Et qu'évidemment, avec l'interconnexion, eh bien, cette accélération devient vertigineuse. C'est-à-dire qu'on est bien dans un développement infini, avec une accélération infinie des sciences et des techniques. Pour être, par exemple, à la Renaissance, un homme universel, c'était possible. Il était possible d'avoir, si vous voulez, des connaissances, ou Pie de la Mirandole au Moyen-Âge, dont on disait qu'il savait tout. Il était possible, si vous voulez, d'avoir une appréhension relative des connaissances. Même Goethe, qui était botaniste, philosophe, écrivain, dramaturge, etc., avait, si vous voulez, des connaissances dans les différents domaines. Aujourd'hui, que serait un homme qui sait tout? Vu, si vous voulez, l'expansion du savoir, des techniques, vu la spécialisation des domaines. Donc on voit bien ici, si vous voulez, que la science est devenue d'abord les sciences, avec tous les champs, et que les techniques et technologies sont devenues non seulement omniprésentes, mais avec une obsolescence de plus en plus grande. Regardez le temps de vie d'un iPhone 4, 5, 6, regardez cette espèce justement de fuite en avant avec ce temps dont on a l'impression qu'il est devenu le temps de l'invention technique, avec évidemment ce que ça suppose de marché, puisque ce que permet les techniques, ce que permettent les techniques nouvelles et ce que permettent les inventions, c'est évidemment l'extension infinie d'un marché. Donc on ne peut pas penser, si vous voulez, le développement de la science et de la technique sans penser le développement du capitalisme et du marché que cela suppose, puisque toute la logique de la rentabilité est ce qu'on appelle la recherche et le développement. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'à travers ces réalisations, eh bien, on est arrivé à un moment où la science est moins l'utopie que la réalité. Elle est ce qui fait notre monde, si vous comparez avec d'autres des époques antérieures, elle est devenue, à travers les objets, les techniques, etc., elle est devenue finalement un point de référence. À partir de là, il est bien évident que ce mouvement, ce perfectionnement, a fait de la science non seulement la référence, mais on pourrait dire la religion de notre temps. En effet, si vous regardez, par exemple, ce que Nietzsche dit de l'idée de transcendance, Nietzsche dit dans Zarathustra, Dieu est mort. Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Et dans un autre texte, Nietzsche dit, observons l'idée de Dieu, d'accord? Histoire d'une idée. L'idée de Dieu est d'abord une idée, et cette idée, eh bien, est absolument supérieure à nous, et nous sommes attirés par l'idée. C'est le modèle platonicien. Et puis, cette idée, finalement, devient plus médiatisée par la figure du Christ. Donc, comment peut-on atteindre Dieu par une figure intermédiaire? C'est le moment chrétien.
troisième temps, nous dit Nietzsche, eh bien, il y a avec Kant le fait que cette idée, cet absolu, cette transcendance n'est plus accessible. On peut l'imaginer, on peut la penser, mais on ne peut pas y accéder. Et puis, nous dit Nietzsche, quatrième stade de l'idée, eh bien, avec la science, on passe à un autre stade qui n'est plus d'atteindre, si vous voulez, l'idée de Dieu, etc., mais d'être dans le comment du monde. Non plus le pourquoi, mais le comment. Et avec, si vous voulez, cette destruction successive, ce que Nietzsche appelle des idoles, on aboutit au XIXe siècle à un mouvement inauguré par exemple par Auguste Comte, qui s'appelle le positivisme, c'est-à-dire cette idée que la science est finalement le lieu de la vérité, et que ce n'est plus la religion qui donnait le sens de la vie, ce n'est pas la philosophie qui donnait aussi au moins un questionnement sur les fins, le pourquoi, etc., mais que la science est bien le lieu essentiel du développement du savoir, le lieu où l'homme doit développer ses forces. Et finalement, il faut renoncer à attendre des réponses de la philosophie, de la religion et des autres domaines, parce que la science est justement la forme positive d'un savoir, c'est-à-dire une forme qui va procéder par accumulation et qui va donner des réponses. Donc, ce mouvement qu'on appelle positiviste devient extrêmement puissant si vous regardez par exemple en France, comment auprès de Napoléon III, auprès de la Troisième République, eh bien la science devient vraiment la référence, et finalement une source d'espoir, c'est-à-dire que oui, il va être possible de tout savoir. Oui, il va être possible de maîtriser le monde. Oui, la science, ce grand progrès, va permettre de résoudre les différents problèmes. Vous prenez même par exemple Victor Hugo, il y a cette foi dans le savoir, dans le développement du savoir, et dans le fait que la science apportera des réponses. Évidemment, les progrès du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, les différentes révolutions industrielles encouragent cette manière de penser. Si bien qu'on passe, si vous voulez, du positivisme au scientisme. Le scientisme, je dirais que c'est la religion de la science, c'est-à-dire le fait de considérer la science comme la nouvelle forme de divinité qui est l'alpha et l'oméga, et qui donc, en un sens, donne la clé du monde. Le scientisme a plusieurs formes, et l'une des formes, c'est-à-dire le fait de considérer que le savoir est seul légitime et que le reste ne vaut pas, c'est la technocratie. C'est-à-dire le fait de considérer que l'expert, l'homme qui sait, a le droit de diriger, et que c'est lui qui doit, à partir de sa connaissance, par exemple, des lois, des rouages, eh bien, c'est lui qui est légitime. Évidemment, cette conception du pouvoir, qui repose sur la technique, va à l'encontre, par exemple, d'une conception démocratique, où là, ce serait un représentant du peuple qui devrait, donc élu, qui devrait pouvoir diriger. Donc, on voit bien que la parole aujourd'hui qu'on entend tellement, la parole des experts, en particulier en économie, l'économie qui maintenant se présente comme la science de la science, si vous voulez, que la science du monde, c'est-à-dire les lois économiques, et donc, à partir de là, le réel doit se comprendre en termes économiques, et évidemment, cette économie est très souvent une économie de marché, c'est-à-dire une économie libérale, et que donc, elle dit les lois de la nature. Si vous écoutez un certain nombre de discours, qui sont après des discours exprimés par des autorités politiques, eh bien, on vous dit que c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Cette nature, elle vous est expliquée par l'économie qui a ses lois, d'accord ? Et que d'ailleurs, cette économie devient de plus en plus appuyée sur les mathématiques, avec des équations, pour montrer qu'elle est vraiment absolument scientifique. C'est un des grands enjeux de l'économie comme discipline, montrer qu'elle est scientifique, à la différence de la sociologie, des sciences humaines, etc. Elle se veut scientifique. Et donc, eh bien, on est arrivé là au cœur d'une forme de scientisme, si vous voulez, avec l'économisme, pourrait-on dire, c'est-à-dire, voilà la loi du monde et voilà la loi du marché, comme le dit le film récent, tout à fait stimulant, qui a reçu le prix d'interprétation à Cannes, la loi du marché. Donc, si vous voulez, si on regarde ce cheminement, on est parti de cette idée d'un savoir, d'une science, avec ce que ça permet d'accumulation, de développement, comme processus infini d'amélioration, voire comme progression, et cette progression comme cœur de l'humanité, d'accord, comme définition par ce perfectionnement de ce qu'est l'humain, avec
toutes ces philosophies, tous ces courants d'idées qui, effectivement, reposent sur un développement du savoir et d'un savoir en conscience. On voit que, avec le cartésianisme, on cristallise cette idée, on passe là vraiment à l'idée d'une maîtrise du monde grâce à ce savoir et une transformation du monde, que de surcroît, avec ce mouvement-là, eh bien, on aboutit, avec les révolutions industrielles, à une transformation effective du monde, avec, toujours très compliqué, c'est la poule et l'œuf, si vous voulez. Est-ce que c'est l'idée qui a généré la technique ou la technique l'idée? Enfin, les choses sont complexes. Il ne faut pas avoir un déterminisme au sens où on s'est dit qu'on allait inventer, on invente. Il y a des choses qui sont trouvées, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Mais toujours est-il qu'il y a ce mouvement, si vous voulez, et ce mouvement s'auto-génère, ce mouvement devient une espèce de gigantesque dynamique, avec des inventions locales qui se retrouvent, etc. Et que donc, on aboutit, avec tout ce mouvement, à l'idée, et l'idée qui repose sur une observation du réel, que effectivement, eh bien, la science est la divinité moderne par excellence. Alors, vous voyez bien qu'arrivé à ce stade, eh bien, très logiquement, si la science est le cœur de l'humanité, si elle est le cœur du pouvoir, eh bien, très logiquement, elle est aussi, et c'est mon troisième temps, le danger qui entraîne, et là on arrive justement à la question de l'utopie que j'ai constamment reliée à celle du danger, comme vous l'avez vu, parce que ici on aboutit bien à un point limite. Le danger de cette utopie de la science, premier danger, c'est paradoxalement celui de l'aliénation. Pourquoi? Alors effectivement, d'abord, la science se présente comme une forme de libération de l'ignorance, et à juste titre. Si vous savez plusieurs langues, si vous savez certaines techniques, vous êtes plus libre que si vous ne les maîtrisez pas. Bon, il suffit de faire l'expérience d'être, par exemple, avec ce film Lost in Translation, ce film, vous savez, où un homme se retrouve au Japon et ne comprend absolument pas la moindre chose, etc. On voit bien que là, l'ignorance est une dépendance totale. C'est un très bon exemple de ce que ça signifie l'absence de pouvoir. Mais en même temps, et c'est le paradoxe, si la science est bien un facteur de libération individuelle et collective, si elle permet de s'affranchir d'un certain nombre de tutelles, d'où le combat, par exemple, avec l'Église présentée par les Lumières comme une force obscurantiste, qui empêche le développement d'un savoir qui la met en cause, où on voit aujourd'hui avec, par exemple, l'interdiction, dans certains contextes, à des femmes d'apprendre parce que ce serait criminel, ce serait sacrilège. Donc en fait, c'est une manière de les maintenir dans une forme de tutelle. Clairement, l'ignorance ici, c'est une manière d'asservir. C'est ce que dit d'ailleurs très bien dans l'école des femmes. Agnès, quand elle dit, vous savez, l'école des femmes, ce personnage Arnolphe s'est choisi une petite fille de 4 ans et l'a maintenue dans l'ignorance délibérément pendant des années, en lui empêchant de tout, pour pouvoir se l'approprier complètement et la dominer, et la voir en son pouvoir. Et Agnès dit à la fin de la pièce, je me rends compte que vous m'avez rendu bête, stupide comme une bête, délibérément, pour pouvoir m'utiliser et me dominer. Donc clairement, évidemment, le savoir, la science sont une forme de libération, bien sûr. En même temps, et là on voit que les notions sont complexes, cela peut être un facteur d'aliénation. Et pourquoi? Parce que d'abord la question, c'est toujours de savoir qui c'est. Qui c'est? Aujourd'hui, par exemple, avec Internet, je connais quelqu'un qui m'a dit, moi avec Internet, je sais tout. Je sais tout. Sur quoi je lui réponds, mais qu'est-ce que c'est que savoir? Nous avons une conversation et nous parlons, nous évoquons un certain nombre de choses, comme je le fais avec vous. Et est-ce que savoir, c'est avoir des livres à côté que l'on n'a pas lus, pouvoir effectivement chercher, ou c'est avoir intégré des connaissances qu'on peut mettre en relation? Autrement dit, quel est le rapport entre le savoir et l'intelligence? Vous savez que l'intelligence, c'est interligérer, c'est connecter et mettre ensemble. Il y a une activité de liaison qui se fait par association, qui va relier des connaissances qui ont été maîtrisées. Donc, la question du savoir, c'est de savoir qui c'est. Si on enlève la machine, je vais y venir, si on enlève, si vous voulez, que reste-t-il de ce savoir? Raison, si vous voulez, à l'origine pour laquelle, par exemple, dans sa radicalité, Socrate disait qu'il ne fallait pas se fier aux livres. Alors évidemment, il n'était pas contre la lecture, ou contre... mais il disait qu'il fallait connaître par cœur. Par cœur. Parce que sinon, c'est le livre qui sait. Et que donc son enseignement devait être oral et retenu oralement,
et non pas consigné par écrit, parce que sinon, eh bien, il y avait une forme, là aussi, d'aliénation. Aliénation, ça veut dire devenir autre, appartenir à quelqu'un d'autre, donc être finalement dans la dépendance d'autrui. Alors, le paradoxe étant que Platon a écrit des dialogues avec Socrate, qui a été une première trahison par rapport au caractère moral. Ce que je veux dire par là, c'est que, qui sait, je suis dans une bibliothèque, eh bien, quelle est ma capacité à pouvoir choisir, à pouvoir sélectionner. Donc, ici, en un sens, plus les objets savent, si j'ose dire, plus les objets contiennent le savoir, plus la question est de savoir comment moi, je connais les objets. Par exemple, vous savez que, c'est un autre exemple, avant les téléphones qui étaient des téléphones numériques, nous connaissions tous des dizaines de numéros de téléphone par cœur. Spontanément. Aujourd'hui, combien en connaissons-nous? Petit exemple, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'ignorance, je dis simplement que tous ces exemples montrent que, si j'ose dire, les données, les connaissances passent en bonne part dans une société qui est de plus en plus technique, technologique, dans les objets. Parce que nous en sommes, nous nous remettons à eux, si vous voulez, avec toute la dépendance que ça implique. Avez-vous déjà fait l'expérience d'avoir un téléphone portable qui ne marche plus avec tous les numéros de téléphone à l'intérieur? Voilà ce que ça implique. Donc, ce que je veux dire par là, simplement, c'est qu'il y a aliénation au sens où Marx parlait d'aliénation à la machine, c'est-à-dire qu'à un moment, l'artisan qui fabriquait un objet auparavant savait, si vous voulez, le processus de création de l'objet, il avait une vision globale de l'objet, il était capable de savoir pourquoi il fonctionnait, pourquoi il ne fonctionnait pas, et finalement, sa conception de l'objet lui donnait une forme de supériorité, de maîtrise, et donc il n'en était pas l'esclave. Au contraire, avec le développement de la technique, eh bien, l'ouvrier, l'artisan, devient dans la dépendance de l'objet. Il ne sait pas comment fonctionne l'objet. Il a rapport à une partie de l'objet. Il va construire une partie. Donc, de même que nous sommes, par rapport à un ordinateur, nous savons son fonctionnement, mais nous ne pouvons pas expliquer comment fonctionne l'ordinateur. Nous ne savons pas les ressorts. Nous sommes dans cette dépendance, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que du fait de la diffraction, de l'extension du savoir, qui fait que le savoir, et du fait de son incarnation et dans des objets, et dans des spécialistes dits du savoir, nous devenons dépendants de ceux qui savent des choses, si j'ose dire, qui contiennent les données. Est-ce qu'on peut dire qu'une chose sait, ce qu'un ordinateur sait? Je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il y a là, paradoxalement, avec un mouvement de libération, une aliénation. Très paradoxal, hein. Et ça ne veut pas dire que l'ignorance, encore une fois, soit une libération. Ça veut dire que le savoir n'est pas, si vous voulez, dans cette évidence que nous avons quelque chose et que nous la dominons. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous sommes aussi dominés par eh bien, ce savoir qui nous échappe, que nous ne maîtrisons pas. Donc, il y a ce rapport d'aliénation d'abord, qui suppose un travail de conscience, qui suppose en quelque sorte une sorte de double démarche de maîtrise. Et puis, la deuxième dimension, le deuxième danger évident de cette utopie de la science, c'est l'hubris. L'hubris, vous savez, c'est cette caractéristique des héros grecs qui signifie littéralement la démesure. Comme le dit un personnage à Coriolan, figure shakespearienne qui méprise le peuple, qui l'insulte, un général qui méprise le peuple. Un autre personnage, représentant du peuple, lui dit « vous passez la mesure ». Ce que fait le héros tragique, c'est qu'il passe la mesure. Une mesure qui est une mesure humaine. Et donc, il prétend être l'égal des dieux. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Eh bien, ce rêve-là, ce rêve, si vous voulez, d'un être humain qui serait capable de tout maîtriser, la nature, les éléments, tout, y compris lui-même, y compris son corps, y compris la mortalité. Donc, ce rêve-là, cette démesure-là, évidemment, est la cause à la fois des progrès, mais aussi de tous les égarements. C'est-à-dire que cette démesure, eh bien, en un sens, est la cause d'une destruction, on pourrait dire d'équilibre, on pourrait dire de fondement, on pourrait dire en tout cas d'un certain état. Évidemment que l'homme se caractérise par un dépassement, par un perfectionnement. C'est dans sa nature, justement. Dans quelle mesure cette nature en vient à détruire sa propre nature, en un sens, si vous voulez, essentiel, c'est-à-dire en termes de socle.
cette démesure-là, eh bien, se retourne contre l'homme. Et la question de savoir ici, c'est de savoir si ce perfectionnement, ce développement du savoir et des techniques est un développement général. C'est la grande remarque que fait Kant lorsqu'il dit « Nous sommes de plus en plus cultivés, cela signifie pas que nous sommes de plus en plus civilisés. » La distinction que fait la Kant entre la culture et la civilisation, avec des termes, des traductions différentes de l'allemand, mais c'est l'idée qu'il y a certes un progrès au sens où il y a davantage de connaissances, davantage de techniques, davantage de savoir, mais est-ce que ce progrès est un progrès au sens plus large du terme, qui serait un progrès, disons, moral, un progrès de l'essence même de l'homme? Cette distinction faite par Kant est extrêmement importante. Et on la retrouve dans d'autres domaines. Vous savez, par exemple, en économie, la différence entre la croissance et le développement. Vous savez que la croissance, c'est simplement de mesurer de façon quantitative que la production a augmenté d'une année sur l'autre. Les fameux 3% de croissance. C'est quantitatif. D'autres indices ont été créés, par exemple l'idée du développement, vous avez ajouté d'autres paramètres. Par exemple, l'alphabétisation, les taux de scolarisation, pour que vous preniez en compte d'autres dimensions qualitatives et non plus seulement quantitatives. Autrement dit, est-ce que notre développement est un développement qui est quantitatif, qui évidemment procède aussi par saut qualitatif, ou bien essentiellement qualitatif, c'est-à-dire d'amélioration? C'est une vraie question. Et là, c'est mon dernier point, ce développement sur l'utopie de la science, il est évident que la réponse à cette question est éminemment problématique. Parce que ce à quoi, et c'est un autre paradoxe, cette utopie mène, c'est en fait aussi, pas seulement bien sûr, je ne fais pas l'apologie de l'ignorance, je le répète, mais j'essaie de montrer la dimension problématique des choses. Eh bien, cela mène évidemment à la destruction. Si vous prenez, par exemple, ce qu'on appelle l'école de Francfort, ce sont des philosophes allemands qui se sont installés aux États-Unis pour la plupart pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ces philosophes ont montré, dans un ouvrage qui s'appelle La dialectique de la raison, comment, de façon très paradoxale et très choquante, pour le dire d'une façon brutale, Auschwitz était la conséquence des Lumières. Ça peut paraître fou dit comme ça, puisqu'évidemment, les Lumières, c'est le progrès de l'homme, c'est l'idée de la liberté, de l'humanité, c'est la tolérance. Évidemment, Adorno et Horkheimer provoquent lorsqu'ils écrivent un texte pareil. Mais ce qu'ils montrent, c'est que la logique de la rationalité, qui a commencé avec les Grecs, qui s'est développée avec Descartes, évidemment, la raison, et qui a été portée à son paroxysme par les Lumières, ensuite par Hegel, cette idée d'une raison, si vous voulez, dominante, une raison qui va dominer le monde, qui va le transformer, cette hyper-rationalité, selon ces philosophes, qui ont été évidemment critiqués, je vous rassure, eh bien, a abouti à l'hyper-rationalité de la destruction, que j'ai évoquée quand j'ai parlé des utopies de la pureté, par exemple. C'est-à-dire l'idée que, puisque vous avez un fil, vous avez une conception, vous allez aller jusqu'au bout de cette logique, jusqu'au bout, au nom de la raison, et que, eh bien, au bout du bout, il y a une destruction d'une part de l'humanité. Vous pouvez appliquer ce raisonnement aussi sur le plan scientifique, au sens scientifique de la physique. Vous savez par exemple que les recherches sur le nucléaire ont posé des cas de conscience extrêmement graves aux savants pour la Deuxième Guerre mondiale, qui développaient cette énergie et qui ont vu après la bombe atomique avec, que ce soit Einstein ou par exemple Oppenheimer, des réflexions sur le sens, la finalité, parce que la science avait développé, avait permis, si vous voulez, ces créations, mais dans quelle mesure il y avait une finalité tolérable, acceptable. C'est la fameuse phrase d'Oppenheimer en disant « Je suis le créateur d'un monde de destruction, je suis le destructeur du monde ». Alors que c'est parti d'une recherche scientifique qui était censée impliquer un problème. Quelle est la finalité de la science, si vous voulez? Là, évidemment, cette technique est devenue une technique de destruction massive. Donc, on voit que le progrès scientifique, technique, et c'est un des sujets évidemment les plus actuels, aboutit aussi à la destruction de la possibilité même de la vie. Vous savez que nous avons désormais de quoi faire exploser plusieurs fois la planète, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que l'humanité a les moyens de sa propre destruction en tant qu'espèce. Donc, et tous les films catastrophes sur des plus comiques comme
Docteur Folamour, si vous voulez, à d'autres sur la somme de toutes les peurs, eh bien, ce sont des films qui montrent comment, à cause d'une erreur parfois, à cause d'un accident, tout peut devenir apocalyptique. Ça a été la grande hantise de la guerre froide, c'est-à-dire ce qu'on a appelé MAD, le système où vous êtes sûr de détruire l'autre, enfin, où chacun est sûr de se détruire mutuellement. Donc, on voit bien là, si vous voulez, qu'on aboutit à un point de limite, et d'autant plus que la grande problématique, une des grandes problématiques du XXIe siècle, c'est la fameuse question de l'environnement, autrement dit, de la destruction de la planète par l'homme. Se rendre comme maître et possesseur de la nature, oui, mais est-ce au prix de la destruction de la nature? Là, vient de se terminer justement eh bien, une réunion internationale pour essayer d'examiner comment réduire la dégradation de l'environnement. Enfin, c'est l'un des sujets majeurs. Vous savez parfois que il y a eu des discussions, mais on dit que le mouvement enclenché est tel qu'il est absolument impossible à arrêter et qu'à un moment donné, sans faire de catastrophisme, eh bien, il y aura une réaction, pourrait-on dire, en tout cas une crise cataclysmique qui serait annoncée déjà par un certain nombre de phénomènes. Alors, je ne veux pas ici entrer dans ces scénarios catastrophes, le monde d'après, avec la glaciation de l'humanité. Enfin, voilà, ça fait partie des peurs qui sont agitées, mais toujours est-il que nous pouvons qu'observer dans la dégradation, si vous voulez, de la planète, de l'environnement, les conséquences de cette utopie de la science, au risque, encore une fois, de la destruction et de la nature humaine. Donc voilà, si vous voulez, le danger de cette science sans conscience. Parce qu'évidemment, le problème, c'est l'impossibilité d'une autolimitation. Comme le disait Marx, dès lors qu'un progrès technique est possible, il est nécessaire. Dès lors qu'il est possible, par exemple, de créer des organes humains ou de transplanter, eh bien, en fait, même si vous bâtissez une armada juridique, cela devient une réalité quelque part, peut-être pas dans certains cadres, mais ailleurs, avec par exemple des femmes porteuses dans d'autres pays, etc. Bon. Donc là, avec la question même de l'humain, vous voyez bien que le problème est celui de la limite, de l'autolimitation, ou bien d'un retour en arrière. Par exemple, si disons pour ça le système automobile, d'accord, le tout automobile qui existe par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays, est un danger pour la planète. Et bien dans ce cas-là, il faut arrêter d'utiliser l'automobile à ce point. Donc, et si on appliquait ça aux États-Unis, où, comme vous le savez, la différence par exemple de la France, vous pouvez être dans certaines villes ou certains villages sans avoir forcément besoin de l'automobile. Bon. Aux États-Unis, si vous avez déjà été à Los Angeles ou d'autres villes, mégalopoles, c'est simplement impossible. Vous devez prendre l'automobile pour aller acheter du pain. Ça veut dire que même si vous dites aux Américains, voilà, pour sauver la planète, vous devez renoncer à l'automobile, dans les faits, c'est impossible à implémenter, c'est impossible à faire parce que ça aurait un tel impact, si vous voulez, dans la transformation du mode de vie, que c'est juste irréalisable. Et pourtant, les conséquences, si vous voulez, de la pollution sont connues. Donc là, on entre aussi dans une dialectique sur le présent et le moyen ou le long terme, avec le concept de développement durable. Bref, c'est ici un sujet en soi, mais ce que j'essaye de dire, c'est que ici, l'utopie de la science, eh bien, aboutit, si vous voulez, à une potentielle dégradation, une réelle dégradation et une potentielle destruction du monde. Voilà. Alors, à partir de là, nous allons méditer ensemble sur cette idée, vous serez comme des dieux, et nous parlerons de la machine